Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH de cette semaine. Dans l'émission de cette semaine, comme les parties des fêtes des entreprises approchent tranquillement pas vite, on va parler de raccompagnement lors des festivités du temps des fêtes, on va parler littérature et Victor Lévy-Beaulieu, et finalement, musique. Mais tout d'abord, générique. En première partie d'émission, on vous présente le lancement d'Opération Nez Rouge Les Basques 2022. C'est la 6e édition qui est organisée par le Club Scout de Trois-Pistoles. En ce qui concerne la littérature et Victor Lévy-Beaulieu, on vous présente une table ronde qui a eu lieu le 5 octobre dernier, suite à la publication du livre Esti, toasté des deux bords, les formes populaires de l'oralité chez Victor Lévy-Beaulieu. On va prendre une pause publicitaire. Et au retour, on vous présente des extraits du concert de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles qui a eu lieu en l'église Notre-Dame-des-Neiges le 13 novembre dernier. Mais on commence tout d'abord avec le lancement d'Opération Nez Rouge Les Basques. Le lancement qui avait lieu au local des scouts de Trois-Pistoles nous apprenait que cette année, les raccompagnements auront lieu seulement pour Trois-Pistoles et les alentours. On nous apprend que Saint-Jean-de-Dieu, malheureusement, est débordé cette année dans les festivités, donc manque de bénévoles pour les raccompagnements, malheureusement. Ce sera du 25 novembre au 31 décembre, excepté le 24 décembre. Les bénévoles ont quand même le droit, eux aussi, de festoyer. Et ce sera de 21h à 2h du matin. Bien entendu, l'organisation est encore à la recherche de bénévoles si vous êtes intéressé à participer. Et vous êtes invité à partager la page d'Opération Nez Rouge Trois-Pistoles. Mais sur ce, pour vous donner plus d'informations, je laisse la parole à Madame Thérèse Jean. Alors, bonsoir tout le monde. Julie, merci d'avoir accepté nos invitations. Ça fait plaisir. Alors, les gens, vous ne les connaissez pas, moi, c'est monsieur-là. Non. Ici, là, c'est le directeur de la caisse, c'est le partenaire de Desmarais, Roberto Diol. L'autre monsieur, ça va être notre président d'honneur, M. Luc Langlois, propriétaire de Chambre. Non, directeur de l'usine de JM Turcotte. JM Turcotte, moi. Propriétaire de monsieur. Et bon, on voit ça, vous, c'est M. Yvon Boucher, c'est lui où qu'on va chercher nos renouvellements de permis de conduire. C'est moi qui vais vous donner vos apprentis. C'est ça. Quand vous allez avoir quel âge, vous prenez les apprentis. On sait 16 ans. Ah, 16 ans, là. Qu'est-ce que ça Quelques années. Ouais, là, on continue. Donc, comme lui, il fait des années. On va présenter mon comité. Kate, la France, le Martinique, la Julie Belle, 16 ans, Rosanne, en arrière, il y a Josette, Marie-Hélène, puis Dani. Cette année, j'ai 3 nouveaux animateurs qui ont décidé d'intégrer le comité. La
Batista Joseph qui s'est dit, je suis prêt à vous aider. Donc, ça fait mon affaire. Là, il nous manque Martin Wallet qui avait l'obligation professionnelle, qui ne pouvait pas venir. Il manque Conrad Lafrance qui avait une réunion ce soir. Il y aura petit Rousseau, Benoît Rousseau de Saint-Jean qui est connu aussi. Donc, en tout, on est 10 personnes. Donc, ça prend ce qu'on a pour faire marcher une équipe. Moi, j'ai plus de droit. On demanderait à Émilie, la fille à Martin, à lire le mémo de son père. Et si Émilie, Chers invités, il me fait plaisir d'annoncer le retour des activités Opération Nez Rouge dans la région des Basques. En effet, suite à l'interruption de service des années 2020 et 2021 provoquée les diverses règles et fermetures liées à la pandémie, le comité local, sous la responsabilité du groupe scout de Trois-Pistoles, a reçu officiellement l'autorisation par l'organisme Opération Nez Rouge en septembre dernier à reprendre les services d'accompagnement dans la région des Basques pour la campagne 2022. Le groupe scout de Trois-Pistoles tient donc à remercier les membres du comité. Madame Thérèse Jean, Rosanne Jean, Kees La France, Marie-Hélène Lebel et Julie Saint-Jean. De même que Messieurs Conrad Lafrance, Denis Durand et Benoît Rousseau pour leur implication et leur dévouement dans les activités du comité. Le groupe scout de Trois-Pistoles tient également à remercier ses partenaires majeurs, soit le Mouvement des Jardins, la SAAQ et la Sûreté du Québec. Le groupe scout de Trois-Pistoles profite aussi de l'occasion pour remercier tous les bénévoles passés et futurs. De même que nos commerçants locaux qui, par leur collaboration et leur dévouement, ont contribué à la bonne marche des activités de l'organisme. Opération Nez Rouge dans les Basques par les années passées et le retour dans les activités de raccompagnement pour la campagne 2022. Nous sommes finalement des plus heureux d'annoncer que M. Luc Langlois pour les entreprises GM Turcotte LT de Trois-Pistoles a accepté la présidence d'honneur du comité d'opération Nez Rouge dans les Basques pour les activités 2022. Nous sommes donc fiers de pouvoir compter sur le support d'une entreprise majeure de la région des Basques établie depuis plus de 60 ans pour la campagne 2022. Le comité Opération Nez Rouge du groupe et le groupe scout de Trois-Pistoles remercient donc chaleureusement l'entreprise GM Turcotte LT, M. Luc Langlois et l'ensemble du personnel de l'entreprise pour leur implication communautaire en général et pour leur contribution à la campagne 2022 d'Opération Nez Rouge dans les Basques. Écoute, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et pour deux choses. La première, on est content, les jardins d'être associés à Opération Nez Rouge pour la 6e édition, mais c'est la 39e édition au Québec, puis c'est depuis 39 ans que Desjardins est présent. Donc on est très contents. Mais il y a aussi quelque chose qui me fait pas plaisir, c'est qu'il y a 45 ans, j'étais un petit louveteau dans ce même local ici. Et ce matin, quand je suis parti de chez moi, j'habite Rimouski, puis j'ai oublié, mais je voulais emmener mon petit chandail que j'avais dans GDE des petits. C'était pas les mêmes couleurs, par contre, c'était brun. c'était moi, c'est ça, c'était Plus exactement, là, avec en tout cas. C'est que je voulais emmener mon petit chandail, mais j'ai malheureusement oublié. Vous comprendrez que ça revêt un caractère un peu particulier d'être ici. Puis j'arrive le matin, c'est plus grand. Parce que honnêtement, je suis jamais revenu depuis 45 ans. bon, c'était C'est que ça, c'est quand même au moins tout plus grand. Avec ceci étant dit, on a eu récemment des résultats de sondage qui nous disaient qu'il y a 4% de la population qui ont avoué conduire en état d'ébriété à l'occasion, ou du moins en tout cas avec des facultés affaiblies. Cette statistique-là monte à 11% pour les 16 à 24 ans, ce qui est quand même 3 fois plus. Alors, on ne se le dira jamais assez, il n'y a aucune raison qui justifie aujourd'hui de prendre la route avec des facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool, par les drogues ou même par la fatigue. Desjardins, on travaille depuis longtemps pour promouvoir la sécurité routière, entre autres on a un programme qui s'appelle Ajusto, avec notre société d'assurance automobile. Puis ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là de sécurité routière. Alors, à quelque part, on est unis par la même cause de la sécurité routière. Fait que, ceci étant dit, il me reste à vous souhaiter une bonne 6e édition. Puis félicitations à Opération Nez Rouge, mais aux bénévoles aussi qui se cachent derrière, qui sont derrière une organisation de ce genre-là. Fait que vous avez toute mon admiration. Merci. Alors, il est né à Richemont, il a vécu toute sa jeunesse, il a fait ses études à Sherbrooke, dans le génie civil.
Ensuite, il a débuté dans le béton préfabriqué au début des années 80 en Beauce, au béton Bolduc. Il a fallu jusqu'en 2004 comme contremaître. Alors, béton provincial, il a fait l'occasion de pousser plus loin ses connaissances. Alors, il est allé dans le domaine de gestion de projet, de la gestion des ressources humaines. Alors, il a bâti une usine de béton préfabriqué à Trois-Rivières. Il a rempli des responsabilités de directeur d'usine jusqu'en 2012. Béton provincial lui a offert la suite de gestion de plusieurs grands projets, comme des parcs éoliens, le barrage de Muskrat Falls, l'usine de ciment de Kénis, ainsi de mettre sur pied un système de déchargement de ciment au port de Québec. Ça, j'aimerais ça savoir c'est quoi ça, déchargement? C'est que le béton provincial, il fait venir sa poudre de ciment de partout dans le monde. Puis le Quai 27 au port de Québec appartient tout à béton provincial. Puis on entrepose la poudre de ciment pour la transporter dans tous les 85 plans de béton qu'il y a à travers le Québec et les maritimes. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Alors, après un court retour à Trois-Rivières en 2021, il a eu l'opportunité de venir à Trois-Pistoles pour la gestion de l'usine JM-sur-Côte. Alors, il est père de 4 enfants, 2 gars, 2 filles. Puis il y a 5 petits-enfants. Alors, il a fait comme gros cadeau. Alors, il mérite une bonne bague d'applaudissements. Les activités vont débuter du 25 novembre au 31 décembre, tous les 13 semaines, excepté le 24, qu'on a décidé de pas ouvrir. De voir si les gens vont fêter dans leur famille, s'ils prennent un coup, bien, ils également. Alors, c'est ici à Port-Pistoles, au 394 rue Michaud. Alors, cette année, on n'a pas de Saint-Jean-de-Dieu, ils n'ont trouvé personne cette année pour avoir une autre centrale à Saint-Jean. On avait eu depuis 5 ans, Saint-Jean-de-Dieu, ils n'ont pas trouvé de bénévoles. Comme il m'a dit, M. Ouellet, Damien Ouellet, il m'a dit, on organise notre 300e anniversaire. Il dit là, tous mes bénévoles sont occupés. Il dit là, je ne peux pas le demander. Donc, les fonds vont rester au sud de Port-Pistoles. Pour s'inscrire, c'est très facile cette année, ça se fait par Internet, tu réponds aux questions, donc il demande, il donne ton courriel, puis là, ça va dans ton courriel, puis là, tu réponds aux questions, puis c'est fait. Bon, ben, ce matin, j'ai créé un groupe qui s'appelle Opération Les Rouges Trois-Pistoles. Et d'un sens, j'inviterai les gens à partager la page le plus possible pour qu'elle soit vue par nos gens. Et aussi, Thérèse, je vais le mentionner, cette année, on a encore l'application Opération Les Rouges sur les téléphones. Fait que si quelqu'un veut prendre son accompagnement, il va sur l'application Les Rouges, puis il a le choix. Automatiquement, il y a le numéro de la centrale. En cliquant là-dessus, ça appelle la centrale automatique. Vous n'avez même pas besoin de savoir le numéro par cœur. Puis, tout se fait automatique par l'application Les Rouges. Donc, on attend vos inscriptions. À présent à l'émission, on recule au 5 octobre 2022. En effet, au Caveau des Trois-Pistoles avait lieu une table ronde à la suite de la publication du livre, pardonnez-moi, Esti toasté des deux bords, les formes populaires de l'oralité chez Victor Lévy-Beaulieu. Vous pourrez y entendre Louis-Patrick Leroux, qui est professeur et vice-doyen à l'Université Concordia à Montréal, Claude Lacharité, qui est professeur de lettres et écrivain et qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé. Vous pourrez également entendre Sophie Dubois, qui est professeure de littérature au Collège Lionel Groulx de Sainte-Thérèse. Donc, pour les intéressés de l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, bonne écoute! Je m'appelle Patrick Leroux, je suis professeur et vice-doyen à la recherche à l'Université Concordia à Montréal. Je m'intéresse à la VLD, à Victor Lévy-Beaulieu depuis très longtemps. J'habitais dans l'Est ontarien, près d'Ottawa, et je venais à Québec régulièrement, et à chaque fois, j'allais voir dans une librairie sur la rue Saint-Jean s'il y avait, à tout hasard, des lectures intéressantes. Et comme de fait, à chaque fois, je trouvais plusieurs types de BD. Donc,
il m'intriguait, il me faisait un petit peu peur. J'étais ado, il y avait le sentiment d'interdit là-dedans, les titres aussi, les titres abracadabrants, vraiment complètement plein de possibilités. Non seulement le titre, mais le genre aussi. Un roman, par exemple. Non, c'est pas un roman, c'est un roman. Pour lui, là, je me disais, là, on est dans un univers autre. Mon cher Abel, une lamentation. Bien sûr, une lamentation, c'est ancien, on retourne dans le Vieux Testament, mais là, c'est l'ancien, on retourne très loin, et il allait chercher ça, et il venait me chercher comme lecteur. Sophie et moi, donc, que je vous présente à l'instant, avons donc eu comme idée, en 2016, d'organiser un colloque qui pourrait rassembler donc des différentes lectures, des différentes perspectives sur l'œuvre de Beaulieu. On a invité donc des spécialistes de l'œuvre, mais des gens aussi qui n'avaient pas forcément abordé l'œuvre de Victor Beaulieu pour toutes sortes de raisons. Parce que, bon, il faut le dire, c'est un auteur monstrueux dans le sens noble du terme, un auteur qui a écrit 83 livres, 550 heures de télé, une trentaine de pièces qui ont été montées, qui ont été publiées, plusieurs épisodes radiophoniques, des essais de quelqu'un qui a publié plus de 2000 livres aussi. On parlera à ça. Donc c'est une figure qui fait un petit peu peur. Lorsqu'on est universitaire, on se dit, bon, ben, je vais lire l'ouvrage de l'auteur, je vais avoir des choses intéressantes à dire. Ben, avoir des choses intéressantes à dire sur un auteur qui publie plus vite qu'on lit, c'est du sport. Et donc, on a rassemblé ces différents chercheurs à la Grande Bibliothèque, donc à Montréal, et on a fait un colloque. On plonge. OK. Donc, je vais présenter nos panélistes, donc Sophie Dubois. Il est professeur de littérature au collège Lionel Groulx, donc en banlieue nord de Montréal. Elle est membre de la Société d'études beaulieusiennes, et du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Donc, Claude Lacharité est professeur de lettres et écrivain, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé à l'Université du Québec à Rimouski. Il dirige la revue L'année ramlésienne et fait partie du collectif de rédaction d'XYZ, la revue de la Nouvelle. Il a publié de nombreux ouvrages, à la fois savants et écrivains de fiction. Donc, lançons-nous. Ce soir, nous allons parler donc, de Beaulieu et le conte. Je pense que le contexte l'indique. Je vais peut-être lancer une première question. Victor Beaulieu a été un grand lecteur de contes, un grand promoteur d'écriture aussi régionale, d'écriture parfois paralittéraire. Est-ce que tu peux nous parler donc, de Beaulieu, éditeur d'éditeur? Donc, c'est ce Victor Lévy-Beaulieu-là qui m'intéresse en particulier. Donc, Victor Lévy-Beaulieu, éditeur, dont on ne parle pas forcément souvent, mais c'est quand même quelque chose qui a été central dans sa carrière. Hein. Dès les premières années, il est actif comme éditeur aux éditions du Jour, notamment, aux éditions de l'Aurore. Et un des, je dirais, mandats qui s'était donné, c'était de faire découvrir ou redécouvrir une partie du patrimoine littéraire québécois. Et moi, c'est évidemment cet aspect-là de Victor Lévy-Beaulieu qui me plaît en particulier parce que ça me rejoint dans mon propre travail de chercheur, dans mon propre travail aussi d'enseignant à l'université. J'essaie de faire découvrir ou redécouvrir un certain nombre de textes qui ont été importants dans la tradition littéraire, en particulier de textes du 19e siècle québécois. Et je pense que sur ce plan-là, Victor Lévy-Beaulieu a été probablement le plus grand éditeur, en comptant aussi bien les universitaires que les non-universitaires. Et ce qui m'a frappé, c'est que, justement, dans les années 1970, déjà, aux éditions du Jour, par exemple, il va créer une collection qui s'appelle Répertoire québécois, qui va donner lieu, justement, à la réédition d'un certain nombre de textes. Il va continuer ensuite aux éditions de l'Aurore avec une collection qui s'appelle Le Goglu. Et c'est dans le Goglu que va paraître, il me semble que c'était en 1974, une des premières éditions des contes de Joe Violon.
Alors, évidemment, tout le monde connaît aujourd'hui les contes de Joe Violon, mais dans les années 70, ce n'était pas du tout à la mode, et c'était des textes qui avaient été pratiquement oubliés depuis leur première publication par Louis Fréchette à la toute fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle. Mais surtout, peut-être ce qui est le plus important, c'est ce que Victor Lévy-Beaulieu a fait lorsqu'il a lancé sa maison d'édition ici, les éditions Trois Pistoles. Il y a une collection très importante à mes yeux, c'est la collection des contes, légendes et récits du Québec et d'ailleurs. C'est lui qui va d'ailleurs diriger le premier volume qui paraît en 2003 et qui porte sur les contes, légendes et récits du bas du fleuve. Et ensuite, évidemment, vont paraître différents volumes. Il y en aura 18 en tout entre 2003 et 2016. Différents volumes qui vont porter sur des régions du Québec, souvent des régions telles qu'elles existent actuellement, les différentes régions administratives, Chaudière-Appalaches, Abitibi-Témiscamingue, Québec, Montréal, etc. Mais évidemment, dans cette nébuleuse d'anthologie, le bas du fleuve occupe une place particulière parce que c'est une des rares régions à avoir 2 tomes au lieu d'un seul. Il y a 2 autres régions qui ont droit à ce traitement de faveur, c'est la Gaspésie d'une part et Montréal d'autre part. Alors je ne veux pas trop en dire parce que j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure pour essayer de montrer ce que Victor Lévy-Beaulieu retient comme texte, des choix qu'il fait, etc. Mais le fait que le premier volume soit consacré au bas du fleuve, c'est pas du tout un hasard, c'est lié au fond à l'idée que Victor Lévy-Beaulieu se fait de la littérature québécoise et une de ses idées fortes qui est que finalement la littérature québécoise serait née dans le bas du fleuve. Donc, voilà, moi je me suis intéressée davantage à Victor Lévy-Beaulieu, auteur de contes. Ça arrive assez tardivement, en effet. En fait, ça arrive par une commande. Et donc, ça nous ramène un peu à l'idée de la littérature populaire. Une littérature aussi qui est souvent une littérature de commande, une littérature alimentaire. Vous en parlerez tout à l'heure, j'ai un petit punch plus tard sur le recueil sur lequel j'ai travaillé. Mais donc, il arrive au conte à travers une demande qui est faite par Michel Rossignol. Il enseigne alors à l'École nationale de théâtre. Et donc, on lui demande de produire une pièce pour les élèves. Et il est alors en train de travailler sur le manuel de la petite littérature. Donc, il est plongé dans ce folklore, dans cette littérature très proche du peuple de la région, des choses qui sont très loin de la grande littérature, et il décide de faire une pièce de théâtre autour de la légende de Macoriveau. Donc il amorce là une série, ou en tout cas un genre particulier qui est le théâtre folklorique avec des références à des contes. Dans Macoriveau, il est question bien sûr de la légende de Macoriveau, mais il reprend tout l'imaginaire de Louis Fréchette notamment. Plus tard, il va faire un peu la même chose avec la chasse-galerie, donc avec Yves qui est joué il y a quelques années, donc là c'est assez récent, là, c'est dans les années 2000. Il va aussi se commettre au caveau théâtre, les menteries d'un conte de Basse-Cour, qui va être joué ici par Gilles. Et il va aussi plonger assez tardivement dans des contes pour enfants, donc Neige Noire et les 7 chiens, qui est un conte illustré. Il y en a un autre dont j'oublie le nom, Petit Monsieur, en partenariat avec le Musée national des Beaux-Arts, donc assez particulier. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans l'ouvrage, et en général, c'est ce recueil de contes, les contes québécois du grand-père forgeron à son petit-fils Scott, où Beaulieu reprend, invente des contes, ou crée des contes, mais il reprend aussi de vieux fonds folkloriques de contes connus, donc la culture commune, mais il actualise le propos donc pour les rendre transgressifs. Le propre du conte, c'est souvent de transgresser un interdit, de faire face à une conséquence. Et donc, pour rendre le conte encore actuel en 1998, alors qu'il écrit son recueil, il va actualiser certains contes, certaines légendes, va s'opposer dans ce que Pierre Neveu appelle l'esthétique de la transgression, donc l'esthétique de l'excès, ce qui était interdit au 19e siècle dans les contes de Fréchette ou autres, n'est plus aujourd'hui de l'ordre de l'interdit. Donc il faut aller plus loin, il faut transgresser certains codes pour pouvoir choquer ou encore montrer une espèce de
dépassement du réel. Et donc, il va exagérer certains traits du conte. Il va notamment la célébration de la consommation d'alcool. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais l'alcool qui est dans les contes du 19e siècle euphémisé, voire atténué. Dans la chasse-galerie, on lit le bourgeois avait distribué un baril de rhum pour tout le chantier. Mais dans la version de Beaulieu, ça ne sera pas un baril de rhum pour tout le chantier, ce sera une bouteille de rhum pour chaque gars de chantier. Donc là, il y a de quoi faire un party. Dans la chasse-galerie aussi, et là, si on lit les contes du 19e siècle, on sait que les personnages sacrent. On le sait parce que la narration nous le dit. Tel personnage était un sacreur invétéré, il a battu tous les sacreurs du canton, mais jamais on ne lit de sacre dans les contes du 19e siècle, alors que chez Beaulieu, dans la fameuse scène de la chasse-galerie, où c'est un sacre qui fait dégringoler le canot, on lit dans le texte, il lâche un coup de Christ du Saint-Calice. Donc, on a là cette langue orale aussi à laquelle on s'est intéressé dans le livre, l'oralité populaire. Donc, il y a cette esthétique de l'excès, donc de la transgression qui est mise en scène avec des personnages autant plus. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par des formes d'oralité, mais surtout, qu'est-ce qu'on entend par populaire? Alors peut-être pour répondre à cette question, ou en tout cas essayer d'y répondre, moi je voudrais revenir au conte Les gens et récits du bas du fleuve. Parce qu'en fait, la question du populaire fait partie des critères que Victor Lévy-Beaulieu a retenus pour choisir ses contes Les gens et récits. Il explique que le bas du fleuve a inventé la littérature québécoise parce que c'est une des régions les plus populaires. Alors là, c'est un peu étonnant parce que ça n'a pas vraiment de lien direct avec le peuple. Ça a davantage à voir avec le fait que c'est une région que les écrivains de l'époque, surtout au 19e siècle, affectionnent. Et il explique que dans son tome 1, qui paraît donc en 2003, et donc le sous-titre est « Les temps sauvages », en fait, les écrivains qu'il a retenus ont fait œuvre à partir de la région du bas du fleuve. Et il y a seulement 4 écrivains qui sont retenus dans ce tome 1 publié en 2003. C'est Joseph-Charles Taché, Henri-Raymond Casgrain, Philippe Aubert de Gaspé-Père et Charles-Arthur Gauvreau. Alors, on pourrait évidemment s'intéresser au fait que la plupart de ces écrivains-là sont nés en gros dans l'est du Québec, mais pas nécessairement dans le Bas-Saint-Laurent étroitement défini. Joseph-Charles Taché est né à Kamouraska en 1820. Henri-Raymond Casgrain est né à Rivière-Ouelle. Philippe Aubert de Gaspé-Père, malheureusement, cadre mal, parce que lui, il a, je dirais, le malheur de naître à Québec en 1786. Mais bien sûr, tout le monde associe Aubert de Gaspé-Père à Saint-Jean-Port-Joli, parce que ça a été le dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. Et puis, finalement, donc, Charles-Arthur Gauvreau, lui, est né à l'Île-Verte. Ce qui fait, je dirais, l'intérêt du bas du fleuve aux yeux de Victor Lévy-Beaulieu, c'est le rôle central que la région a joué au 19e siècle, au début de notre littérature. Évidemment, on peut discuter longuement la question de savoir quand la littérature québécoise est née, certainement pas dans les années 1960. Bien sûr, avant les années 1960, on n'utilise pas encore l'ethnonyme québécois. On va souvent utiliser canadien, canadien-français, mais il y a une parfaite continuité, à mon sens, entre la littérature canadienne, canadienne-française et la littérature québécoise. Mais surtout, bien sûr, il y a eu des gens qui ont écrit avant le 19e siècle. On peut penser à la Nouvelle-France, on peut penser aux relations des Jésuites, on peut penser, par exemple, aux lettres d'Élisabeth Bégon. Mais les écrivains de l'époque, les écrivaines de l'époque, n'ont pas l'impression de contribuer à une nouvelle littérature qui serait distincte de la littérature française. Donc, vous voyez, popularité, ça peut être aussi la popularité simplement d'une région qui est, je dirais, très appréciée des écrivains et qui ont tendance à la représenter. Et ça, à mon avis, ça va tout à fait dans le sens de l'hypothèse de Victor Lévy-Beaulieu du Bas-Saint-Laurent et du bas du fleuve comme berceau de la littérature québécoise. On est à la moitié de notre émission, on prend donc une pause publicitaire et au retour, on vous présente des extraits du concert de l'ensemble Antoine Perrault qui avait lieu le 13 novembre dernier en l'église Notre-Dame-des-Neiges. Vous prenez soin d'une personne de votre entourage à temps plein? Vous aimeriez avoir un moment de repos?
le CAPAB dispose maintenant d'un endroit chaleureux pour accueillir votre personne aidée pendant quelques heures ou quelques jours. L'appartement est situé à l'intérieur de la résidence Montchez-nous de Saint-Éloi et les coûts sont de 25 $ par jour, incluant les 3 repas et l'assistance d'une préposée qualifiée du CAPAB durant toute la durée du séjour. Pour en savoir plus, composez le 88 851 4040. Mon nom, c'est Christine Pelletier et puis je suis enseignante en intégration sociale qu'on appelle le programme IS. C'est de permettre à l'adulte de progresser dans sa démarche d'autonomie et de jouer son rôle social dans la communauté. Alors, le programme IS comme tel est divisé en plusieurs champs d'habiletés. Et puis, quand l'adulte vient s'inscrire, on voit avec lui qu'est-ce qu'il veut venir chercher dans les cours. Il y a les habiletés personnelles et sociales, les habiletés de communication, les habiletés de psychomotricité, mais tant aussi les habiletés de comment régler des problèmes. Et moi, bien, j'ai la grande chance d'offrir par le champ et le programme IS des cours en arts plastiques et en arts dramatiques. Donc, je partage ma belle passion des arts avec ma belle gang. On a déjà été approché par le jardin communautaire de Trois-Pistoles, qui est pas loin ici de l'école. Ils nous avaient demandé, on dit, Christine, penses-tu que ta gang d'étudiants pourrait peinturer des roches avec les noms de légumes? Fait que là, ma gang, le gros radis avec un gros sourire. Donc, on a déjà fait ça pour le jardin communautaire. La belle gang ici ont déjà fait une soirée variété à la polyvalente avec des numéros, des sketchs, des chorégraphies, des lip-syncs. Ça, c'en est un, entre autres. Quand je vois les personnes heureuses, puis tu les entends dire, ça me fait du bien venir ici. Ça me fait du bien, j'ai réussi, je suis capable. Alors ça, là, je te dirais que pour moi, c'est ma grande motivation. Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'Impératif français. On est de retour à l'émission, donc maintenant on vous présente des extraits du concert qui avait lieu à l'église Notre-Dame-des-Neiges le 13 novembre dernier par l'ensemble Antoine Perrault. C'était une organisation de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles. Les musiciens étaient sous la direction de Simon Dolbec et il y a eu la participation spéciale d'une soliste, chanteuse, originaire de Trois-Pistoles, Geneviève Roussel. Ce spectacle avait lieu dans le cadre des festivités du 325e anniversaire de Trois-Pistoles. Bon visionnement!
et la musique à l'âge de 16 ans. Elle a pu traverser. Instrument qu'elle affectionne et qui fait partie de ses prestations encore aujourd'hui. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans pour se libère de cette timidité et se lance officiellement vers ce qui l'a fait vibrer au maximum de choc. Le 23 novembre 2017, Geneviève Ducel tourne une lecture musicale avec Véronique Dière et son équipe d'ici on chante sur les ondes de la Canada. L'émission est menée par Véronique elle-même, chanteuse et imitatrice de renommée mondiale. Le 3 décembre 2017, Geneviève se produit devant plus de 2500 spectateurs à Lyon, en France, avec Véronique Dière et reçoit un accueil chaleureux des Lyonnais ainsi qu'une ovation inoubliable. C'est accompagné de l'harmonie des cascades de Beauport sous la direction de M. Mathieu Rivet que Geneviève chante aux côtés de Denis Pelletier à 2 reprises, en 2018 et en 2019. Geneviève chante aussi régulièrement pour les funérailles, les mariages et des événements d'usage. Elle a rejoint la formation musicale Soul Project en septembre 2020. Place maintenant à Mme Geneviève Ducel de soliste, bien sûr accompagnée de l'ensemble Antoine Ferrand. La première pièce chantée ce soir sera Corsican. Les paroles de cette chanson ont été écrites par Hector Bertucci, chanteur français qui chante en langue corse, afin de célébrer la beauté de sa région natale. La musique a été composée par
peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, ton corps finira sous tes mains. Peu importe les problèmes, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tellement du monde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler l'aventure si tu me demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu importe les problèmes, car moi je mourrai ainsi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui
transporter le chagrin des départs, brûler d'une possible fierté, partir où personne ne va, aimer jusqu'à la déchirure, et puis même toi, même moi.
C'est la fin de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié ce qu'on vous a présenté cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de sujets à nous proposer, je vous invite à faire tout ça sur tcbh.tv, à nous suivre sur Facebook ainsi qu'à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.